Donc, bonjour à tous et à toutes. Ici, c'est Christine et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Emmanuel Ransford. Donc, Emmanuel Ransford, c'est un physicien, un chercheur indépendant, et un grand spécialiste de la physique quantique et aussi un écrivain qui a écrit plusieurs ouvrages, La conscience quantique et l'au-delà, ou 8 leçons essentielles sur la physique quantique. Donc, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et Emmanuel Ransford est aussi un grand conférencier. Donc, bonjour Emmanuel et merci beaucoup d'accepter mon invitation. Bonjour Christine. Voilà, je pense que vous allez nous parler de physique quantique aujourd'hui. Vous êtes un grand philosophe des sciences, je pense. Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce qu'on pourrait commencer par avoir votre approche de la science quantique, Emmanuel, s'il vous plaît? Oui, alors je vais essayer d'une part d'être compréhensible et de bien résumer. Alors, ce qui est intéressant avec la science quantique, qu'on appelle en général la physique quantique, voilà, c'est que elle est a priori incompréhensible, c'est-à-dire elle nous dit des choses sur la réalité, sur le monde qui nous entoure, sur la matière, sur l'intimité de la matière, au niveau de l'atome, des particules élémentaires. Elle nous dit que ce petit monde se comporte d'une façon bizarre et incompréhensible, et en tout cas contre-intuitive. Et Mhm. en fait, aujourd'hui, on ne comprend toujours pas. La science quantique est née, on va dire, en décembre 1900, 1900 tout rond, par un article de Max Planck qui cherchait à comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas, qui s'appelle le rayonnement du corps noir. Peu importe les détails, en tout cas, c'est à cause de ça qu'il a fait l'hypothèse que les échanges de matière et d'énergie, que les échanges en fait de radiation avec la matière étaient non pas quelque chose de continu, mais quelque chose de discret. Ce qu'on appelle discret en mathématiques ou en physique, ça veut dire par petits paquets. Et un petit paquet d'énergie, c'est ce qu'on appelle un quantum d'action, et un quantum pluriel, comme c'est un mot latin, au pluriel, ça fait des quanta. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que cette physique donc, est contre-intuitive et nous pose problème. Elle pose problème, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre et que la première chose, c'est déjà d'abandonner beaucoup de choses dans lesquelles on croit parce que le monde macroscopique semble fonctionner de telle ou telle manière. Eh bien, au niveau microscopique, ce n'est plus vrai. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà, pour répondre à votre question. D'accord, très bien. Et oui, c'est pas tout nouveau finalement, la physique quantique. On parle beaucoup de quantique de nos jours, mais ça remonte à un siècle environ, un peu plus même. Un peu plus qu'un siècle, on va dire que ce qu'on appelle la mécanique quantique est devenue une science constituée à peu près autour des années 1926. Il y a eu toute une période intermédiaire entre 1900 et 1926 où c'est comme la banquise qui dérive sur l'océan. On avait un Mm. mélange d'eau et de glace, on avait un mélange d'anciens paradigmes, on pourrait dire, de Oui, l'ancienne théorie de physique classique, avec des bouts de nouveaux, mais ça ne constituait pas une théorie euh, mûre. Il a d- fallu attendre 1926 pour y en arriver là. d'accord. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler de la dimension psychique. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette dimension psychique de votre approche à vous, s'il vous Alors, ce qui plaît? est intéressant, c'est que, alors moi, j'ai abordé, je suis allé vers la physique quantique un peu en tant, comme vous l'avez dit, que j'aime bien ce mot-là parce que c'est pas souvent ce que ça veut dire, qu'épistémologique, c'est-à-dire que philosophe des sciences. Je dirais qu'il y a deux types de physiciens aujourd'hui, de physiciens quantiques. Il y a le physicien trait d'union technicien, et lui, il répond à ce qu'on dit en anglais pour s'amuser un petit peu, shut up and calculate. Ferme ta Mhm. gueule, excusez-moi, et calcule. C'est-à-dire, nous embête pas, Ouais. je Restons reste polis. dans un vocabulaire présentable, ne nous embête pas avec tes questions, calcule, résous le problème, c'est tout ce qu'on te demande, le reste, tu le gardes pour toi. Alors ça, c'est la première chose, c'est-à-dire Oui. on utilise la physique comme un livre de recettes qui marche.
et on ne se demande surtout pas qu'est-ce que ça veut dire. L'autre versant qui, à mon sens, est le plus intéressant, évidemment, mais bon, chacun, en même temps, c'est la diversité humaine, chacun s'intéresse à un aspect des choses. Eh bien, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, c'est-à-dire, c'est bizarre ce que ça nous dit, est-ce qu'on peut arriver à comprendre ça? Et en fait, ma démarche, en fait, était un petit peu double. J'avais aussi un questionnement par rapport au phénomène de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors, la conscience, on ne comprend pas vraiment, c'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin que dire la conscience, c'est quelque chose qui a telle ou telle caractéristique éventuellement, mais c'est la même chose pour la matière. On ne sait pas ce que c'est que la matière sur le fond. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la matière, c'est quelque chose qui se comporte comme ci et comme ça. C'est-à-dire on n'a pas accès aux causes premières, on a accès aux effets de ces causes premières. Voilà. Il faut bien le rappeler parce qu'on a l'impression qu'on sait ce que c'est que la matière, mais qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Mais sur le fond, on ne va pas au fond des choses, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Alors, je me suis dit, on a quand même une chance formidable par rapport au mystère de la conscience, c'est qu'on a une machine qui fabrique une structure matérielle qui semble héberger la conscience, qui s'appelle le cerveau. Et donc, je me suis dit, peut-être que si on a une approche adéquate de ce genre de choses, un autre regard, une autre optique, un autre angle d'attaque, on va arriver à percer le secret du cerveau conscient, alors que le bout de mon nez n'est pas conscient, mon foie n'est pas conscient, mes pieds ne sont pas conscients a priori. Bon. Alors, la question, c'est que donc je me suis dit, le phénomène de la conscience lui-même, on peut en parler faire des volumes entiers, en parler pendant des heures et toujours pas avoir résolu la question. Elle est trop difficile. Par contre, on peut résoudre une question. La question, c'est l'interface psychophysique entre la conscience et notre conscience, notre esprit, et la matière du corps. The mind-body problem, le problème de l'interface, du dialogue entre l'esprit et le corps. Voilà. Et ça, c'est un problème opérationnel sur lequel la science peut avoir quelque chose à dire. Alors, quand on traite de la conscience et du cerveau conscient, évidemment, on le fait à partir de présupposés philosophiques. Oui. La démarche est acceptable et rigoureuse à condition qu'on explicite ces présupposés. Quand on a des présupposés mais qu'on les cache et qu'on présente ça comme une vérité intrinsèque, c'est une erreur. Par contre, si on dit je pars de tels présupposés qui se révéleront vrais ou faux par la suite, mais au moins j'explicite les bases de mon raisonnement, à ce moment-là, on a une démarche qui est saine. Alors, quels sont mes présupposés ? Eh bien, mes présupposés, c'est ce que j'ai appelé, dans certains cas, la thèse im-im. Pour moi, la conscience est à la fois immanente. Immanente, ça veut dire qu'elle fait partie de notre monde. Ce n'est pas quelque chose qui est hors du monde. C'est un contenu du monde, de notre monde. Même si c'est un contenu qui n'est pas visible, c'est un contenu de notre monde. C'est-à-dire, je ne fais pas appel à une transcendance comme le serait une âme. Je ne suis même pas en train de dire que l'âme n'existe pas, je suis juste en train de distinguer deux niveaux, l'âme éventuelle sur lequel je ne me prononce pas, parce que alors là c'est en dehors tout à fait du domaine de la science. Je dis seulement que ce qui est la conscience, notre conscience ordinaire de tous les jours, elle, je ne suppose pas a priori qu'elle est transcendante, elle est immanente. De même, un chien a un bout de conscience, la mouche même, enfin disons même les animaux partagent ceci avec nous à un degré moindre. Et je ne vois pas de raison, en tout cas moi-même, je ne pense pas que ce soit d'origine transcendante. Alors ça c'est le premier im, donc c'est immanent. Le deuxième im, c'est immatériel, c'est-à-dire en même temps, je refuse. Enfin, en tout cas, je ne crois absolument pas que la conscience est un effet de la matière. Pour moi, la position matérialiste, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste, je n'y suis pas arrivé. Si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu la position matérialiste, c'est un petit peu comme le prestidigitateur qui a un beau chapeau noir qui montre, il est vide, il vous montre, et puis l'instant d'après, il en sort un magnifique lapin tout blanc, bien vivant. Mais là, au moins, on rigole parce qu'on sait qu'il y a un truc. Tandis que là, pour moi, le matérialisme, quelque part, tel que je le vois, c'est
est éminemment subjectif ce que je dis, c'est comme voir le tour de passe-passe d'un prestidigitateur et le prendre au premier degré, croire que c'est vrai. C'est-à-dire, voilà, bon, enfin, je Oui, n'épilogue oui. pas là-dessus. Donc, je suis parti de cette idée, c'est immanent et c'est immatériel. Et à partir de ce moment-là, on pouvait poser le problème de l'interface entre les deux de façon scientifique. Alors, je vais utiliser mes deux bras Oui. que la nature ou le bon Dieu m'ont donné. Je vais, le bras du haut, ça va être le bras de la conscience. D'accord. Et en fait, la conscience pour moi, c'est un construit, je vais parler de psychisme. Le psychisme, pour moi, c'est un concept plus général. C'est dans le même rapport, par exemple, l'inconscient, notre inconscient, tout ce qui est du domaine mental ou inconscient, pour moi, c'est le psychisme. Et c'est dans certaines conditions, le psychisme, si vous voulez, c'est comme un matériau de base de la conscience, que la conscience va exploiter pour devenir consciente. Mais on peut très bien avoir du psychisme qui n'est pas conscient. D'ailleurs, une grande partie, quand on rêve, une grande partie de ce que nous faisons, de ce que se passe au niveau subliminal. Subliminal, c'est-à-dire c'est quand même du domaine du psychisme, mais il n'est pas pleinement conscient. Voilà. Donc pour moi, le psychisme, c'est un concept plus général que la conscience. Donc pour l'instant, je parlerai plutôt de psychisme. Donc j'ai un bras qui est psychique, immatériel, donc et immanent, et j'ai un bras qui est matériel, celui de la matière palpable, usuelle. Et en fait, que me dit le fonctionnement, ce qu'on appelle sensorimoteur du cerveau? Il me dit que le psychisme et la matière, dans certaines conditions, peuvent dialoguer. Et je vais traduire ça en termes d'interaction. Et c'est là où ça va m'intéresser pour la physique. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, oui, oui. Très D'accord. bien. Alors, donc, j'ai un bras psychique et alors, je voulais quand même dire la fonction sensorimotrice. Oui, je vais revenir juste là-dessus après, excusez-moi. Donc, j'ai deux bras et ces deux bras peuvent dialoguer l'un avec l'autre. Et s'ils peuvent dialoguer l'un avec l'autre, c'est qu'il y a un bout du bras de la matière qui a un petit crochet qui va venir s'accrocher, et puis un bout du bras psychique qui a un petit crochet. Les deux vont se connecter l'un à l'autre et vont pouvoir dialoguer. Si c'est le bras matière qui mène la danse, à ce moment-là, c'est le sens sensoriel, c'est-à-dire je me pince, c'est bien matériel, et à un moment, ça va informer mon esprit. C'est bien la matière qui va venir modifier ma conscience, mon psychisme, lui dire tiens, ça me pince. Dans le sens inverse, c'est le sens moteur, c'est-à-dire c'est le bras, cette fois-ci psychique, qui va venir modifier le bras matière. Et effectivement, je peux décider dans deux secondes de bouger mon bras et le faire. Voilà. Alors, il y a tout un débat sur le libre arbitre, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que je vais caractériser le psychisme par rapport à la matière. Oui. Alors, je vais introduire une phraséologie, mais finalement c'est assez simple. Je vais distinguer deux formes de causalité. La forme de causalité du bras du bas, du bras matière, je l'appelle l'exocausalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une forme de causalité exogène, c'est-à-dire externe. Et c'est-à-dire c'est une causalité qui est subie. Du genre, je lâche un objet, il tombe, il n'a pas d'autre choix. C'est exocausal parce que c'est une causalité imposée. L'objet qui tombe n'a pas son mot à dire, il va tomber d'une certaine manière prévisible. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire que c'est une forme déterministe de causalité. Elle est fixée une fois pour toutes. Donc, quand je dis exocausalité, il suffit de traduire et de se dire c'est déterministe. Parler de déterminisme, si le mot gêne. En fait, exocausalité va plus loin parce que l'un implique l'autre. Exocausalité implique déterminisme. À l'inverse, le bras psychisme, ce qui va caractériser le psychisme dans mon approche, c'est qu'au lieu d'être exocausal, il est endocausal. Ça veut dire quoi endocausal? Eh bien, de même que l'exocausalité, c'était une forme externe de causalité, donc une loi de comportement, si on veut, qui était imposée de l'extérieur, eh bien, l'endocausalité, c'est une loi endogène, donc interne, c'est-à-dire, au lieu d'être subie, elle est choisie. En gros, je suis en train de dire que le psychisme est habité par une faculté décisionnelle. Il peut décider. Voilà, c'est comme si ce petit insecte avec deux belles ailes
S'il était endocausal, eh bien, au lieu de tomber et de subir, il pourrait décider, je vais faire ceci et cela. Voilà. Oui. Et donc, je me base là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je l'ai dit, exocausalité, ça implique déterminisme. Donc, quand on a un comportement déterminisme, on sait qu'il est exocausal. Tandis que endocausalité, ça implique aléatoire. Le petit insecte qui est doté d'une toute petite gouttelette de psychisme, ou vous et moi, au lieu de subir, nous pouvons décider de gesticuler, de faire ceci, de faire cela, Oui. parce que nous sommes endocausal. Un extraterrestre qui ne saurait pas que nous sommes conscients, qui nous observerait, qui se dirait on va trouver l'équation du comportement de cet objet, n'y arriverait pas et dirait c'est un générateur aléatoire, il est aléatoire. Donc, l'exocausalité implique le déterminisme, l'endocausalité implique l'aléatoire. Et donc, j'ai une accroche dans le monde de la physique. Or, justement, la physique quantique a trouvé dans la matière, dans l'intimité de la matière, de l'aléatoire, des comportements aléatoires. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas là la trace de mon psychisme? Et les comportements aléatoires de la matière, en plus, se font dans le cadre de deux grandes interactions que la physique ne comprend pas. La première, ça s'appelle la réduction de paquets d'ondes ou le saut quantique ou comment s'appelle l'effondrement de l'onde quantique. Ça, c'est la première chose, ça, c'est le jargon des physiciens. Et le deuxième, ça a à voir avec ce qu'on appelle l'intrication, qu'on appelait autrefois la non-séparabilité. Je vais revenir là-dessus. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, a priori, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai trouvé dans le monde même de la physique les choses dont j'avais besoin pour résoudre, ou pour en tout cas proposer une résolution du mystère du cerveau conscient et surtout de l'interaction sensorimotrice. Le cerveau, la conscience ou le psychisme qui dialogue avec la matière. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter, voilà, donc c'est en partant là-dessus, c'était mon approche. Oui. Voilà. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que effectivement, ces deux interactions qui, pour moi, font intervenir le psychisme actif sont celles qui posent problème dans le champ de la physique et qui font que les physiciens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, je vais présenter la première. La première, c'est ce qu'on appelle donc, ce qu'on appelait la réduction de paquets d'ondes, qu'on appelle l'effondrement de l'onde quantique ou le collapse de la fonction d'onde. Enfin, il y a plusieurs nomenclatures, peu importe. En tout cas, je vais essayer de faire, j'ai préparé des notes pour cette, en première mondiale, pour cette conférence au sommet. Donc, voilà. Alors, là, je suppose qu'on voit, c'est en bleu, c'est pas forcément Oui. ce qu'on voit le plus facilement. Là, Le voilà. bleu, c'est bien visible. On voit bien là, oui. Alors, d'accord. Alors, ce qui est en noir, c'est une lame coupante. Je l'ai faite un peu en un biseau qui coupe. Et on lance dessus, là, ce qui est Vous en pouviez bleu, juste on un tout lance. petit peu remonter le papier, un tout petit peu là, voilà. Ah oui, oui. Très bien, voilà. D'accord. Oui. Alors, on lance dessus ce qui est en bleu, c'est une boule de neige. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la boule de neige, c'est elle est entière et elle va se scinder en deux. Une partie va partir en haut, une partie en bas. On peut dire une demi, si on préfère un tiers, deux tiers, mais enfin, peu importe. En tout cas, elle va se briser. Il se trouve que le monde quantique, pour une raison de cohérence que je n'ai pas je ne peux pas développer ça, mais c'est dans certains de mes ouvrages, j'ai développé dans mes ouvrages, eh bien, il se trouve que une particule quantique n'a pas le droit de se laisser découper. Elle n'a pas le droit de se laisser scinder. Et d'ailleurs, quand on voit quand on lit des rapports d'expérimentation physique, on va vous dire, par exemple, qu'on a trouvé 235 électrons. 327, jamais 235,19, 327, c'est ça la quantification par petit paquet. Une particule ne doit pas se laisser découper. Nous, on peut perdre un bras, perdre une jambe, perdre la tête, mais une particule quantique, c'est une loi de tout ou rien. Soit elle est entière, soit elle disparaît. J'appelle ça la quantition.
la D'accord. quantition. C'est une loi du tout ou rien, tout simplement. Et donc, ce scénario-là, qui est évident pour les objets macroscopiques, ne peut pas fonctionner pour les particules quantiques. Et ça, c'est déjà la première grande surprise. Parce que si, quand elle arrive ici, elle n'a pas le droit de se laisser scinder, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va soit aller tout en haut et elle ne sera pas en bas, donc elle va se concentrer. C'est pour ça qu'on parle de réduction du paquet d'ondes. Elle va se réduire, mais elle sera entière, elle va juste changer de forme. Oui. Ou alors, elle va aller en haut et elle ne sera pas en bas, ou alors elle va aller en bas et elle ne sera pas en haut. Et là, déjà, on voit apparaître le côté aléatoire, parce qu'une même condition initiale fait que soit la particule va aboutir seulement en haut, ou soit en bas, alors que c'est les mêmes conditions. Et donc, une même cause va faire, c'est imprévisible, Oui. va faire deux conséquences possibles qui sont imprévisibles. Donc, il y a de l'aléatoire. Et donc, je dis que dans une situation comme ça, si la particule quantique n'était pas habitée par une partie psychique, eh bien, elle ne pourrait pas faire autrement que la boule de neige. Et donc, la nature serait incohérente parce qu'elle aurait interdit à la particule de Oui. se laisser découper et elle n'aurait pas les moyens de l'empêcher. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un tigre dans le moteur, c'est-à-dire une partie psychique dans la particule. Et quand il y a ce genre de situation, imaginez qu'il y ait une espèce d'alarme interne qui retentit et qui dit au psychisme qui était en train de dormir confortablement, réveille-toi, il va falloir que tu prennes une décision. Ce psychisme va décider soit je me rabats en haut, soit je me rabats en bas. Et du coup, la nature la particule va passer au travers de l'obstacle en étant toujours conforme à cette loi du tout ou rien que j'ai appelée la quantition. Voilà, donc on comprend dans ce cadre-là, on comprend pourquoi il y a la réduction du paquet d'ondes, parce que ça, c'est la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique ou l'effondrement de l'onde quantique. C'est ça le schéma de base. Voilà. Donc déjà, on comprend la première chose qui jusqu'à présent n'a pas été compris en physique quantique. Et on comprend que ce qui tire les ficelles de cette évolution quantique, non pas 1,5, mais 0 et 1 Un ou 1 et 0, zéro. eh bien, c'est une prise de décision qui émane de la partie psychique qui est au sein de chaque particule élémentaire. Évidemment, c'est rudimentaire. Il ne s'agit pas de dire qu'une particule élémentaire, c'est un petit personnage comme nous, avec tout un psychisme, une conscience complexe, c'est très rudimentaire, mais le phénomène est là. Alors donc là, on a déjà la première chose. Il y a une deuxième chose en physique, et puis ce sera terminé après pour la physique, mais j'explique juste sur les fondements. Bien La sûr. deuxième chose, c'est l'intrication, qu'on appelait autrefois la non-séparabilité. Et alors, on va prendre deux particules quantiques, et on les voit là, ils sont là. Et l'intrication, c'est quoi? C'est un fil extensible jusqu'à l'infini, c'est-à-dire la distance ne compte pas. La seule chose, c'est que ce fil, on ne le voit pas. C'est-à-dire, Oui. un lien d'intrication est totalement invisible. On va le voir de façon indirecte. D'abord, comment on a su qu'il existait? Eh bien, c'est en 1935 l'article qu'on appelle EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, qui a levé le lièvre et qui a montré que le formalisme quantique pris au pied de la lettre exige qu'il y ait ces liens invisibles pour lesquels la distance ne compte pas et qui sont instantanés. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces liens? Eh bien, il se trouve que quand l'une des deux particules, on va appeler ça des particules jumelles, une de ces deux particules va faire une réduction, un saut quantique, comme on a vu avant, Oui. eh bien l'autre instantanément va faire la même chose. Alors, pour expliquer de quoi il s'agit, pour expliquer le pourquoi, alors là encore, il s'agit de quelque chose qui n'est absolument pas compris. Pourquoi y a-t-il cette chose-là? Alors, je vais essayer d'être clair et de l'expliquer simplement. Si jamais je suis obscur, vous n'hésitez pas à me demander des compléments, j'essaierai de reformuler. Voilà. D'accord. Alors, il se trouve que quand une particule est à l'état d'onde, elle peut avoir quelque chose qui s'appelle un état superposé. Un état superposé, c'est-à-dire que elle sera par exemple elle est ni jaune ni rouge, mais elle sera un mélange des deux. Oui. Alors là, dans ce schéma-là, cette particule qui arrive,
on peut dire que la partie en haut, par exemple, c'est le jaune et la partie en bas, c'est le rouge. Oui. Donc, c'est plus ou moins, moins 1 plus 1, jaune ou rouge, c'est une question juste de convention. Donc, ça s'appelle un état superposé. Et nous avons vu que comme elle n'a pas le droit de se laisser découper en morceaux, eh bien, quand elle va arriver sur un obstacle comme ceci, soit son état final, elle sera totalement haut, et à ce moment-là, elle sera totalement rouge, puis le rouge, c'est la partie haute, ou soit elle sera totalement en bas et elle sera totalement jaune. Donc, on se dit que cet état superposé qu'on ne peut jamais voir, parce que pour le voir, ça c'est typique, en fait, c'est le schéma de ce qu'on appelle une mesure quantique. Ça, c'est l'appareil de mesure, ce qu'on appelle un détecteur. Oui. C'est le détecteur d'un appareil de mesure qui oblige la particule à faire un choix. Elle ne peut plus rester des deux côtés parce que si elle continue à être des deux côtés, elle serait découpée en deux, ce qui est interdit par ce que j'appelle la quantition. Voilà, tout simple. Donc, ça veut dire que quand on va observer, pour observer une particule, il faut qu'on lui tende un piège et on l'oblige en fait à choisir soit rouge, soit jaune. Voilà. Mais avant ça, elle a le droit, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, elle a le droit de rester dans les deux. Donc, elle a le droit d'avoir les deux couleurs à la fois, c'est-à-dire elle est dans un état superposé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'intrication? Il se trouve que deux particules jumelles sont nées dans peu importe le même père, même mère, peu importe le phénomène physique qui donne naissance, ce qu'on appelle une cascade atomique ou peu importe. En fait, juste ce qu'on a besoin de savoir, que c'est dans certains cas, par exemple, deux photons successifs vont être émis. Et ces deux photons, quel est leur secret? Et alors, ils vont être connectés, ils vont être liés, intriqués, comme on dit. Quel est leur secret? Eh bien, leur secret, c'est qu'ils sont liés par une loi de conservation collective. Qui dit quoi? Qui dit, j'ai deux photons. Alors, supposons que les photons sont soit rouges, soit jaunes, et c'est tout. Ou quand ils sont un mélange des deux, ils n'ont pas de couleur donnée, puisqu'ils sont à la fois rouges et jaunes. Ils sont ni rouges ni jaunes, donc ils sont autre chose. Que me dit la loi de conservation collective? Elle me dit que ces deux photons, si l'un est rouge, l'autre sera forcément jaune, et réciproquement. C'est-à-dire, en fait, leur loi de conservation collective est une loi de conservation des couleurs. Il y aura une fois rouge et une fois jaune. Pas deux fois jaune, pas deux fois rouge. Ils partent, ils sont nés, ils partent. Le problème de la nature, c'est que quand ils partent, ils ne sont pas dans un état jaune ou rouge. Ils sont dans un état superposé. Chacun est dans un état superposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de conservation collective ne peut pas s'appliquer. Elle est virtuelle. Elle ne s'appliquera que quand l'un ou l'autre sera soit jaune, soit rouge. C'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Or, le problème pour la nature, c'est que ça n'arrivera, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Par exemple, que quelqu'un mesure un des deux photons et l'oblige à prendre une couleur, ou que d'autres interactions se produisent. Je ne vais pas développer, mais bon. Donc, pendant ce temps-là, les deux photons, dans leur état superposé, ils peuvent voyager. Vous savez qu'un photon, ça voyage à 300 000 km/s. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup pour que les deux photons soient à des distances gigantesques l'un de l'autre. Et ils sont toujours, la loi n'est toujours pas appliquée. Donc, et supposons qu'à des milliards de kilomètres d'ici, un des photons soit attrapé par un instrument de mesure qui va dire, ça y est, il est rouge. Pour que la loi de conservation collective ait un sens, il faut qu'au même moment, ce qui est difficile déjà à définir dans un monde relativiste, mais passant dans les détails, au même moment, dès que l'un est devenu rouge, eh bien son partenaire automatiquement doit devenir jaune. Et ça, alors même qu'ils sont à des milliards de kilomètres l'un de l'autre, donc qu'ils sont en dehors de leur zone d'influence physique. Voilà. Alors, vous voyez ce que la nature a dû, sinon elle serait incohérente, sinon elle énoncerait une loi de conservation collective qu'elle serait incapable de faire respecter le moment venu. Eh bien, comment elle a résolu ça? Elle a résolu ça grâce à l'intrication. Voilà. Et pour moi, dans mon idée, dans ma théorie, c'est quoi l'intrication? Qu'est-ce qui est à la base de l'intrication? Eh bien, c'est tout simplement une soudure des parties
endocausale des particules. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Ah, zut, 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 zut. Je vais essayer, je ne sais pas. Je vais faire un petit dessin. C'est quoi une particule dans ma manière d'être? Eh bien, je vais la comparer à un œuf poché. Vous savez, un œuf poché, on voit quoi d'un œuf poché? On voit le blanc, l'albumine coagulée, mais on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a du jaune, le jaune d'œuf. Alors, j'ai fait le jaune d'œuf, je dessine très bien, merci. Eh bien, ce jaune d'œuf, c'est la partie endocausale, c'est la partie psychique. Le blanc, c'est la partie matérielle, exocausale, donc déterministe. Ça, c'est aléatoire, ça, c'est déterministe. Eh bien, quand les deux particules sont nées ou se choquent et qu'après elles repartent et qu'elles sont intriquées l'une à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que leur jaune d'œuf reste lié. Or, comme le jaune d'œuf, on ne le voit pas, eh bien, on ne voit pas le lien d'intrication. Et d'autre part, comme le jaune d'œuf n'est pas matériel, il est immatériel. Vous vous souvenez ce que j'avais dit, le psychisme est à la fois immanent et immatériel, oui. Eh bien, comme il est immatériel, ça implique quoi? Eh bien, ça implique notamment qu'il est indifférent à l'espace-temps de la relativité du bon Einstein. La relativité ne s'applique que pour la partie matérielle exocausale. Donc, lui, que les deux particules soient l'une à côté de l'autre ou à des milliards de kilomètres, ça ne fait aucune différence. Donc, grâce au jaune d'œuf immatériel, nous pouvons avoir à la fois le choix qui va permettre à la particule d'évoluer en maintenant cette loi du tout ou rien qui est la quantition, et d'autre part, grâce à ça, la loi de conservation collective va être respectée grâce au lien, j'appelle ça la supralité. La supralité, c'est la soudure exocausale, c'est-à-dire les deux particules ont leur jaune d'œuf qui est accolé l'un à l'autre, en dehors des distances, puisque les distances ne comptent pas. Et donc, avec ce petit jaune d'œuf que je rajoute, endocausal, que je rajoute à toute particule élémentaire, eh bien, on comprend ce qui se passe dans les deux grandes propriétés de la physique quantique que jusqu'à présent, on ne comprend absolument pas. Voilà. Donc, et je me dis que en plus cette interaction-là, qu'est-ce qui se passe dans cette interaction-là? Eh bien, c'est le psychisme qui décide, je vais en haut, en bas, eh bien, c'est lui qui modifie la partie matérielle. Donc, le psychisme modifie la matière. Donc, j'ai une interaction psychophysique de base. Et l'autre côté, la non-séparabilité ou l'intrication va me permettre d'agréger le psychisme. C'est-à-dire, je vais passer du niveau de la gouttelette rudimentaire de psychisme interne à chaque particule élémentaire dans des agrégats psychiques. Et quand cet agrégat a une certaine taille, eh bien, je vais voir émerger une conscience. Voilà. Donc, tout ça pour dire, et puis je pense que ça doit chauffer un petit peu, tout ça pour dire qu'en rajoutant cette dimension psychique immatérielle et immanente, je le rappelle, dans le monde de la physique, eh bien, j'arrive à comprendre et à expliquer les deux propriétés du monde quantique qui, jusqu'à présent, n'ont reçu aucune explication, étaient juste bizarres. Voilà. Et en plus, je prétends que j'arrive à comprendre le cerveau conscient. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a d'autres concepts là-dessus, mais ça me donne la base conceptuelle sur laquelle je peux m'appuyer. Vous alliez me poser une question. Mais je trouve que c'était passionnant que pour bien comprendre l'approche psychique, c'était très bien expliqué. Je pense que c'était clair. Même pour les personnes qui nous écoutent, j'espère que, en tout cas, c'était clair pour moi. Je pense que c'était clair. D'accord. Voilà. Alors, un peu la morale de l'histoire, c'est que depuis l'avènement de la physique quantique, on a tous les éléments dont on a besoin pour faire rentrer un psychisme non matériel dans la description scientifique, entre guillemets, du monde. C'est-à-dire, c'est une démarche scientifique, mais non matérialiste. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on est resté prisonnier, soit on est matérialiste, soit on est spiritualiste.
C'est-à-dire, Mhm. soit on est du côté de la matière, il n'y a que la matière, soit on est du côté de la transcendance. Et je me suis dit, mais peut-être la solution quelque part est intermédiaire entre les deux. D'accord. De la transcendance, je prends le côté immatériel et du matérialisme, je prends le côté immanent. Donc, je me situe à mi-chemin entre les deux, entre ces deux extrêmes. Donc, c'est une troisième façon de poser le problème. Et à mon avis, si on n'a pas réussi à résoudre le problème jusqu'à présent, c'est qu'on est prisonnier de deux extrêmes qui sont, à mon humble avis, également faux. Alors, encore une fois, je parle de la conscience ordinaire et je ne parle pas de l'âme, c'est-à-dire ma démarche n'exclut absolument pas l'hypothèse, la possibilité qu'il y ait une âme transcendante, immatérielle et transcendante. C'est juste que je n'en dis rien du tout. Voilà, D'accord. hein, que ce soit clair. Le fait que je n'en dis rien n'implique pas que ça n'existe pas. Voilà, Bien sûr. D'accord, voilà. d'accord. Je pense Alors, que vous serez d'accord avec moi, il ne faut pas opposer la matière avec l'énergie. Non, 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 mais d'ailleurs, nous avons, ce bon Einstein a trouvé tout à fait à une équation de base qui s'appelle E égale mc2, que tout le monde connaît, qui nous dit bien que les deux, c'est deux faces d'une même pièce. Voilà, très bien, Voilà, d'accord. ok. Mhm. Est-ce que vous voulez nous parler d'énergie subtile Oui, par rapport aux thérapies voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau personnel. Alors, nous sommes des êtres psychiques, et donc en tant qu'être psychique, je dirais, cette démarche que je viens d'esquisser. Alors oui, j'appelle cette particule avec son jaune d'œuf rajoutée au blanc d'œuf, psychique rajoutée au blanc d'œuf matériel, j'appelle ça une holoparticule, Oui, H-O-L-O, qui est la racine grecque qui veut dire la totalité qu'on trouve dans holistique, hologramme et ainsi de suite. oui, Et la matière enrichie des jaunes d'œufs, je l'appelle l'holomatière. Voilà, holomatière. c'est juste un petit point de vocabulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre dimension psychique nous donne, j'allais dire, deux leviers de mieux-être, de guérison, de bien-être, d'épanouissement. J'appelle ça vivance et reliance. La vivance, eh Oui, bien, c'est notre potentiel endocausal, c'est-à-dire notre pouvoir de dire oui ou de dire non, comme le banquier, notre pouvoir de décider pour nous-mêmes, de décider dans notre vie, de faire des choix, notre souveraineté, liberté, souveraineté et créativité. Ce sont les trois choses qui vont avec notre pouvoir endocausal. d'accord. L'autre chose, la reliance, c'est-à-dire grâce à ces liens d'intrication, ces liens invisibles, qui sont donc des liens psychiques dans mon approche, puisque c'est le jaune d'œuf, Oui, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et donc ce sont des liens, quelque part, des liens de télépathie. Et bien grâce à ça, nous sommes reliés dans l'invisible et dans l'intimité de notre âme, de notre psychisme, en tout cas, nous sommes reliés aux autres. Voilà. oui. Et donc ça, c'est absolument extraordinaire. Nous ne sommes pas une île isolée du continent, nous sommes complètement reliés les uns aux autres, des liens de solidarité, des liens de partage. Voilà. Alors, bon, on pourrait développer, on n'a peut-être pas trop le temps, mais c'est ça l'idée. Ce qui est important, c'est de voir cette idée. Donc, je distingue d'ailleurs plusieurs natures de moi, le moi supral, le moi, bon, enfin, peu importe. Alors là-dessus, j'aboutis à cette notion d'énergie subtile dont vous venez de parler. Alors, je crois que je pensais avoir tout préparé, mais non. Je m'en veux à mort. Hein. Alors, c'est quoi l'énergie subtile? Eh Vous êtes bien, pardonné. vous êtes trop gentil. Alors, je vais prendre, je vais faire un petit dessin. Voilà. Alors ça, je suppose qu'on les voit Oui, suffisamment, oui, c'est oui. des particules élémentaires. Ce qu'on ne voit pas, ça c'est éventuellement ce qu'on voit dans un microscope. Ce qu'on ne voit pas, eh bien, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les traits, les ficelles, ce sont les liens d'intrication. C'est ça. Donc, en fait, j'ai un ensemble de perles. Les perles, c'est les particules élémentaires, les holoparticules d'après moi, et les ficelles invisibles, ce sont les liens d'intrication, que j'appelle des liens suprales parce que c'est la soudure endocausale en fait. Et avec des perles et des ficelles,
Je peux faire des motifs, je peux faire un bracelet, je peux faire un collier, je peux les disposer de façon à faire quelque chose en forme de fleurs, de papillons et ainsi de suite. Ça veut dire que je peux encoder de l'information. Et cette information, comme elle est au niveau du jaune d'œuf, eh bien, c'est une information psychique. Et alors, ça a beaucoup à dire sur ce qu'on appelle les qualia et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est très intéressant comme notion, même en termes de neurosciences. Alors, je ne développe pas le côté neurosciences, mais il y aura aussi beaucoup à dire dans ce domaine-là. Oui. Justement, sur des problématiques sur lesquelles les neurosciences n'ont même pas le début d'une explication. Voilà. Alors, donc, on a par cette structure suprale, parce que là, je l'ai fait en une certaine forme, mais je pourrais les relier autrement et ça correspondrait à une autre information. Donc, ces informations psychiques, c'est vraiment un nouveau type d'information qui est non locale, puisque c'est lié à l'intrication, c'est donc non local. C'est psychique, puisque c'est au niveau du jaune d'œuf, endocausal, et c'est non local psychique, et c'est invisible, comme le jaune d'œuf lui-même. Voilà. Oui. Alors, à partir de là, j'appelle suprêle l'unité d'information, l'unité de cette information psychique que j'appelle l'information suprale. Suprêle, c'est dire que c'est un pixel d'esprit. Voilà, peu importe la nomenclature, mais ça me permet de définir quelque chose que j'appelle l'énergie subtile, qui est, à mon avis, à la base de beaucoup de thérapies justement dites holistiques ou énergétiques. Cette énergie subtile, qui n'est pas une énergie physique, c'est une énergie de type psychique, elle est la somme de 3 termes. Le premier, c'est les suprêles, c'est-à-dire j'envoie une énergie, un élément d'information qui est chargé d'une intention et qui, en plus, va fonctionner s'il y a un phénomène de résonance qui se passe. Donc, je vais expliquer après. Donc, énergie subtile égale suprêle plus intention plus résonance. Je vais prendre un exemple. On va prendre un guérisseur et une personne qui est venue le voir, qu'on peut appeler, vous voulez qu'on l'appelle comment? On va lui donner un prénom. Paul. Allez, Paul. Alors, Paul, c'est le guérisseur ou la personne? La personne. La personne. Allez, alors le guérisseur, quel prénom on lui donne? Oh, bah écoutez, Pierre. Pierre. Allez, Pierre et Paul. Pierre le guérisseur. Pierre est le guérisseur et Paul est le client et le patient. Alors, donc, Pierre, donc Paul est venu parce qu'il a un problème, mettons à l'estomac, enfin peu importe. Paul entend le problème, éventuellement scanne, enfin vérifie par les moyens qui lui appartiennent et donc va envoyer, en réponse à la demande de Paul, va envoyer des énergies de guérison. Ces énergies, ça va être des suprêles, c'est-à-dire on va, par exemple, il va visualiser l'organe qui est malade et va envoyer cette information, et il va le même organe mais guéri avec une intention. L'intention, c'est que Paul guérisse, ou mieux d'ailleurs, parce que peut-être que l'univers, peut-être que ça a du sens qu'il soit malade de ce côté-là, parce qu'il a quelque chose à comprendre. Donc, c'est une intention ouverte et pas une intention fermée. Voilà, ça c'est très très important, sinon c'est une intention toxique. Non mais c'est vraiment très très important. D'accord. C'est pour ça que je veux dire, il y a tellement de dérapages possibles parce qu'on est dans une relation de domination et tout ça. Je veux dire, le thérapeute doit faire extrêmement attention à ce genre de trucs. C'est importantissime. Voilà, pour ça que j'insiste lourdement. La troisième chose, c'est la résonance. C'est-à-dire, Paul, si ce qui est envoyé, ce que Pierre aimait pour la guérison de Paul ne lui correspond pas pour des raisons qu'il ne connaît pas forcément. D'ailleurs, ça peut être lié à son inconscient transgénérationnel qui rentre là-dedans, parce que tous ces trucs aussi, on va retrouver les notions d'inconscient collectif de Jung et tout ça, de transgénérationnel. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais c'est là. Là encore, je renvoie à mes écrits, enfin des livres éventuellement pour les gens qui veulent en savoir plus. Bien Publicité sûr. non payée. Alors, tout ça pour dire que si donc ça ne lui correspond pas, si ça ne correspond pas à la problématique de Paul, pour des raisons
qu'il connaît ou dans son inconscient collectif, il y a quelque chose qui fait que ça coince et tout ça, eh bien, ça ira ailleurs. Et de ce côté-là, j'ai peut-être une petite illustration que je vais donner, l'effet de supralité, une intention qui part ailleurs. J'ai un bel exemple. Quand je m'étais un peu quand je réfléchissais à toutes ces choses-là, je souhaitais aller voir justement des thérapeutes holistiques pour me faire un petit peu une idée de terrain, voir un peu ce qui se passait. Et j'ai eu un magnétiseur, guérisseur parisien qui a très gentiment affilié au GNOMA, qui est leur syndicat national, qui très gentiment a accepté de me recevoir et de me montrer un certain nombre de séances avec une partie de sa clientèle. Évidemment, la clientèle qui était présente, on lui avait demandé Son accord. son accord, et lui-même n'avait rien à y gagner, donc vraiment c'était très sympathique de sa part. Et surtout, alors j'étais là pendant les séances dans un coin droit comme un membre du KGB en train d'observer, mais bon, on savait que c'était pas du tout, mais ça aurait pu mettre mal à l'aise, mais j'ai essayé d'avoir un sourire et puis d'être moi-même dans un état énergétique bienveillant. Voilà. Positif. Et alors, donc, il m'a fait montrer un certain nombre de trucs qui étaient assez variés. Vraiment, il m'a traité vraiment très bien. Et à la dernière séance, je lui ai demandé, il avait 25, à l'époque, il est toujours à Paris, maintenant ça doit faire 30 ans, il avait 25 ans de pratique. Donc en 25 ans de pratique, on a le temps de voir des choses. Et je lui ai demandé quelles avaient été les choses les plus marquantes dans sa carrière. Il m'en a donné 3, j'en répète qu'une, donc j'ai oublié les 2 autres, mais enfin peu importe, c'est la plus extraordinaire. J'appelle ça le syndrome de la tante Agathe. Alors, quand il a ces séances, en général, c'est des thérapies courtes. Le plus court, c'est 3 séances. Le maximum, c'est 10 séances selon l'ancienneté. Enfin, voilà, chaque fois, c'est du cas par cas. Oui. Et là, il recevait, on va dire, Chloé, une femme qui avait un problème au niveau stomacal. Voilà, les 2 premières séances s'étaient bien passées. Elle venait contente de revenir en se disant, là, il y a mieux, je sens mieux, il faut conforter ça. Elle vient, donc elle s'installe sur la table de traitement et lui, en fait, scanne intuitivement, il ferme les yeux, il est d'ailleurs aussi dans un état second quand il fait ça, il n'en a pas conscience, c'est extraordinaire à voir. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et donc il est là, il fait son truc et en fait il scanne le corps de la personne et ce n'est pas ce que la personne va lui dire, c'est ce que les mains lui indiquent qui compte. Ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas un charlatan. À la limite, il préfère qu'une nouvelle patiente ou un nouveau patient ne lui dise rien pour pas que ça monte dans la tête. Être influencé, oui. Voilà. Donc, c'est quand même une garantie que ce n'est pas un charlatan. Et donc là, sa main lui indique qu'il faut travailler au niveau de l'épaule droite ou gauche selon le reflet de l'épaule. Alors, il commence à travailler au niveau de l'épaule. Et puis, donc Chloé lui dit, au bout d'un quart d'heure, voyant qu'il persistait à travailler au niveau de l'épaule, lui dit je vous rappelle que je suis venu pour, c'est pas l'épaule, c'est plutôt l'estomac. Oui. Il arrête tout, il revient sur terre et il reprend, il scanne à nouveau et la main lui indique à nouveau, il faut travailler l'épaule. Alors là, il se dit, quitte à ce que je perde ma cliente, je vais travailler l'épaule, c'est ce que me dit la main, et voilà, pour lui, c'est ça la vérité. Donc, il continue à travailler. Chloé, qui est bien éduquée, prend son mal en patience, ne lui redit pas, elle l'a dit une fois, elle ne va pas la répéter. Elle attend la fin de la séance et, bien éduquée, elle paye même la séance, mais quand elle rentre chez elle, elle se dit, il m'avait fait bonne impression les 2 premières fois, et là, vraiment, ça ne va pas, il n'est pas prêt de me revoir, mais son téléphone portable sonne. Qui est à l'appareil? C'est la tante Agathe, syndrome de la tante Agathe. D'accord. Agathe, tout excitée, qui hurle d'excitation dans le téléphone, qui lui dit, tu sais Chloé, tu es la première personne à qui j'en parle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, le problème que j'avais à l'épaule depuis peut-être 20 ans, elle était allée voir tous les grands pontes et tout ça, machin, rien n'y faisait. Elle avait une mobilité réduite de l'épaule suite à peu importe. Et bien, tu sais ce qui s'est passé, ça fait à peu près 35 minutes, j'ai retrouvé mon épaule de jeune fille. Incroyable, mobilité, ça ne me fait plus mal, plus rien, je le bouge comme je veux.
excité comme un petit pois, ou je ne sais pas si les petits pois sont excités, en tout cas très Oui, excité. Et là, Chloé, ling, 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 comme c'était la même épaule que oui, celle qu'avait travaillé notre thérapeute, s'est aperçu que, eh ben, en fait, bien que ce soit elle qui soit venue, qui ait fait la démarche et tout ça, eh bien, il avait l'énergie subtile, waouh. avait utilisé Chloé comme relais télépathique, Mhm. puisqu'elles étaient de la même famille, elles avaient des liens télépathiques privilégiés, Bien sûr. pour aller travailler le problème d'Agathe. Allez savoir pourquoi, l'énergie subtile est plus intelligente que nous, elle sait tout. Donc ce jour-là, elle avait décidé de travailler comme ça. Waouh. Et du coup, elle est revenue dardard quand même en espérant qu'on travaille bien son problème à elle. Voilà. Oui, Donc ça, c'est un effet de supralité. C'est pas pour vous dire que si un thérapeute n'a aucun effet, c'est parce qu'il a soigné quelqu'un en Inde qui était lié. Mais je veux dire, il y a ce genre de choses. J'appelle ça le relais supral, c'est-à-dire quand il y a un lien télépathique, c'est un peu ce qu'on peut imaginer là-dessus. Ça, c'est le thérapeute, ça, c'est Chloé, ça, c'est la tante Agathe. Et bien, pour atteindre la tante Agathe, mhm. le thérapeute est passé par Chloé parce qu'il y a des liens donc des liens suprales, comme je les appelle, des liens télépathiques forts. Oui, Donc, tout ça pour dire, c'est une histoire vraiment extraordinaire et ce, emblématique. Voilà. oui, ce qui montre bien que nous sommes tous reliés aussi. Absolument, Oui, absolument. Et dans l'invisible, il y a un double. Alors, je m'amuse toujours à dire, si on avait des lunettes suprales et qu'on voit nos liens de reliance, on aurait la vision réelle du monde. On ne verrait plus rien d'ailleurs, parce qu'avec tous ces liens il n'y aurait de que des circuit liens. brouillard, on ne verrait plus rien. Donc, Eh oui, heureusement qu'on ne les voit pas. bien Mais sûr. le monde est comme ça. Il n'est pas dans la séparation. Et ça, c'est ce que disent les mystiques depuis toujours, les poètes et tout ça. Ils ont une intuition juste. Ils ont Oui, une intuition juste. Et je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui, la science, il y a cette expression anglaise que j'aime bien qui s'appelle coming full circle. La science, au début, s'est séparée du mysticisme, de la philosophie et tout ça pour se constituer en tant que science. Son apogée en tant que science, c'était la physique classique. Tout est oui, mécaniste, tout est... Et puis, oui, elle a buté contre ses propres limites et elle oui, est en train de revenir et de s'apercevoir. Elle retrouve les discours de tous ces gens qui intuitivement ont perçu les choses. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour tout ce qui est les énergéticiens, les thérapeutes holistiques et tout ça, oui. c'est que la physique, en tout cas, interprétée à ma manière, va tout à fait dans leur sens. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de charlatans, hein, mais Non, non, bien pour le sûr. fond, c'est tout à fait compatible, c'est même corroboré par la physique Mm. moderne si on l'interprète à ma manière. Ça fait le Voilà, pont entre la science et la spiritualité. absolument. Ce qui est un petit peu normal en même temps, la réalité ultimamente, comme disent les Italiens, est une. Oui, Donc, il faut à un moment donné que les barrières tombent. Les barrières, elles ne sont pas naturelles. Donc, une science, vous savez, c'est comme la physique, justement, qui arrive à dire de plus en plus de choses à partir de l'infiniment petit de la physique des particules, qui arrive à dire plein de choses sur la vie du cosmos, sur l'infiniment grand. Ça aussi, c'est un signe de maturation. Et donc, de ce côté-là, on peut se dire on peut être optimiste parce que je pense que, oui, par exemple, le matérialisme est né, en tout cas en Occident, à une certaine époque. Et ben, il a vécu, et puis il va mourir à un moment donné. Et on va revenir à une vision non matérialiste. Il y aura toujours la dimension matérielle, mais qui sera englobée dans autre chose. oui, Voilà, oui. Revenir, vous avez bien dit, on va revenir, hein. C'est vrai absolument, on à va cette retrouver. unité. Voilà, D'accord. absolument. Oui, Voilà. c'est Alors, je pense assez. que c'est ça la révolution qui va se faire. Alors, les révolutions, ça se fait toujours lentement et jamais dans. Il y a toujours une vieille garde qui va. Il va toujours y avoir un combat, mais je pense Oui, que c'est vers ça qu'on va. Voilà. d'accord. Oui, oui, oui. Donc là, ça nous donne vraiment une vision très intéressante de la science quantique, hein. Voilà. Et en même temps, on peut se dire que s'il y a du psychisme, du jaune d'œuf, comme je dis, dans la réalité, c'est chargé de sens. Donc, ça ouvre aussi d'autres perspectives, alors justement vers la transcendance. C'est pour ça que je vous ai dit, je parle de l'immanence, mais en fait, l'asymptote de l'immanence, quelque part, c'est la transcendance. Donc,
elle est absente au premier degré de mon discours et à un autre niveau, on la trouve. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes livres qui s'appelle La conscience quantique et l'au-delà, c'est-à-dire dans ce que j'appelle donc cette holomatière, Oui. la partie endocausale est partielle, mais on peut s'interroger. Et qu'est-ce qu'il se passerait si l'endocausalité était totale, c'est-à-dire sans la restriction liée à l'exocausalité dans mon jargon? Eh bien, à ce moment-là, on aboutit vraiment, il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà. D'accord, oui, oui, c'est vraiment passionnant. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup parce que tout ce que vous nous avez expliqué, vous avez su vous mettre à la portée des néophytes et expliquer des choses qui semblent assez complexes de manière très pédagogue. D'ailleurs, vous avez l'habitude de faire des conférences, donc ça se sent, vous savez expliquer les choses. D'une part ça, et puis en plus, je me souviens une fois, j'avais lu un livre sur la communication, parce que je ne vous cache pas que mes premières interventions étaient catastrophiques. Ce qui a été le déclic, c'est un livre sur la communication d'un Brésilien d'ailleurs, qui expliquait bien que l'important, ce sont les images, les métaphores. C'est-à-dire, si on Oui, arrive à parler en termes d'images, c'est-à-dire ce que faisait le Christ, et les paraboles, ce n'est pas autre oui, chose que ça. c'est ça. C'est-à-dire, si on trouve la bonne image, eh bien, tout le monde va comprendre facilement. Bien Voilà. sûr. On a Ça, bien l'image du jaune d'œuf, on a bien compris. exactement. Voilà. Voilà. Pas besoin d'équations, pas besoin de concepts abstraits. Voilà, voilà. Bien sûr. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot sur la guérison, peut-être, Alors, oui. Alors, je trouve que déjà, quand on fait une démarche personnelle, c'est vivant, c'est reliant. C'est-à-dire, en fait, on a ce pouvoir endocausal, donc ce pouvoir de décision, ce pouvoir, j'allais presque dire, vibratoire d'une certaine façon, c'est-à-dire je peux décider d'être dans le positif plutôt que dans le négatif, je peux me reprogrammer moi-même, j'ai cette capacité-là. Et d'autre part, je suis relié aux autres dans l'invisible, et ça, c'est dans deux sens. Ça veut dire, d'une part, que quand je vais travailler sur moi-même et améliorer, on va dire, mon taux vibratoire, pour parler comme ça, eh bien, quand je vais améliorer ça, je vais en fait en faire profiter d'autres personnes, en faire bénéficier mon entourage, à la fois de façon explicite, ceux qui me croisent tous les jours, qui me voient une sale gueule, vont voir que il y a plus de sérénité, plus de bienveillance, et d'autre part, grâce à ces liens invisibles, même des personnes que je ne connais pas, qui oui, indirectement oui, sont connectées à moi indirectement. Alors puisque ça, c'est vous la première chose. rayonnez. C'est Absolument. rayonner. Voilà, c'est ça. Exactement, dans le visible et dans l'invisible. Bien Et sûr. d'autre part, je peux, par exemple, si j'ai une détresse, si j'ai quelque chose, je peux demander à l'univers de tous ces liens invisibles de me faire aussi, je peux me connecter sur des énergies qui vont me faire du bien. Je peux. Et pour ça, il suffit de le demander. Je le demande avec bienveillance, avec humilité. Et à ce moment-là, l'univers va me donner ce que je veux. Donc, c'est un formidable message d'espoir, de solidarité, d'interdépendance. Voilà. Et donc, bon, ça, c'est à mon niveau personnel. Je D'accord. peux aussi envoyer des énergies à mes cellules, aux cellules de quelqu'un d'autre. Et au niveau d'un thérapeute, je veux dire, je trouve que c'est important pour toutes ces thérapies un peu dans le parallèle. On peut se dire, c'est quoi? C'est du charlatanisme et machin, la Oui. physique, c'est n'importe quoi. Eh bien, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que la physique quantique, la physique contemporaine, la physique de pointe, finalement, corrobore peut-être ce genre de pratique. Oui. Voilà. Et Voilà, peut les c'est expliquer, peut-être. peut les expliquer Mm. exactement et dire effectivement c'est tout à fait envisageable et it does make sense comme disait Shakespeare avant moi, c'est pas du tout absurde. Voilà, je Voilà. trouve ça c'est super important. Bien Voilà, sûr. Ce qui n'exclut pas quand même que malheureusement, dans le lot, il y a les il peut y charlatans, avoir des charlatans. Voilà. absolument, il Voilà. y a les Donc, charlatans. et Oui, c'est oui. pas toujours facile de faire C'est pas la toujours différence et de séparer le le bon tri. grain de l'ivraie. Voilà. Absolument. Alors, moi, j'ai eu la chance, je vais vous donner un exemple. Au début, par exemple, tout ce qui est, euh, comment il s'appelle, les médiums, j'étais très réservé jusqu'à ce que je me retrouve. Et donc, effectivement, tous ces phénomènes-là
sont compatibles avec la physique contemporaine, sont possibles. Oui, Mais évidemment, sur les mystificateurs, les charlatans, pour un qui est réel, il y en a pas mal qui vont et y oui, aller juste pour gruger les gens, ça c'est sûr. voilà. Et là, Et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup de tort justement aux médiums, aux vrais, aux bons. Euh, absolument, voilà, tous les absolument, charlatans ont fait beaucoup de tort. exactement. Mais comme on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, Exactement, bien voilà. sûr. Bon, je crois que vous avez écrit sur la guérison un livre qui s'appelle L'homme quantique. C'est celui que vous avez Voilà, coécrit avec avec Olivier un Chambon. médecin, avec, voilà, c'est C'est ça, ça. Non, Olivier Chambon, voilà, voilà. c'est ça. Donc, je mettrai le Voilà. lien aussi de ce livre parce que si on veut en savoir plus sur le Ah, sujet, c'est un absolument, livre absolument. qui complète J'ai bien. aussi un fils qui va un peu se spécialiser là-dedans, qui d'ailleurs aura l'occasion d'intervenir dans votre Oui, cadre, oui, qui aussi développe un peu à partir de cette idée de l'eau matière une approche originale et je pense que, enfin, je pense que ça sera aussi intéressant. Florian. Florian, c'est ça. Florian. Florian, oui, 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 très Voilà. bien. J'aurai l'occasion de lui donner la parole aussi. J'ai cette Voilà. chance-là, donc ce sera, je pense, très intéressant pour les personnes qui voudront en savoir un petit peu plus sur la guérison. En tout Voilà. cas, merci beaucoup, Emmanuel, parce que c'était passionnant ce que vous nous avez Et raconté. surtout, j'allais dire, c'est un monde qui fait sens. C'est pas un monde indifférent, froid, Voilà. matériel, qui rime à rien. C'est un monde qui fait sens. Et je Voilà. crois qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre parce que les neurosciences, on est un petit peu au début. Ces Absolument. 10 dernières années, on a appris beaucoup, enfin, on a découvert beaucoup. Les Ouais. chercheurs comme vous, qui soient philosophes des sciences ou scientifiques, ont beaucoup découvert de choses et je crois qu'il y a encore un grand terrain de jeu pour tous les chercheurs, beaucoup de choses à découvrir. Absolument. Voilà. Voilà, OK. Eh très bien, en bien. tout cas, merci pour votre accueil. Et merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous avez accordé et tout ce que vous nous avez partagé qui était passionnant. Voilà. Merci Emmanuel OK. Au et au plaisir. revoir. Au revoir.